Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde en direct avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale. Vous pouvez voir ou revoir cette émission en direct sur les sites de ouestfrance.fr, de nicematin.com, de franceantilles.fr, de lamontagne.fr avec une reprise sur 20minutes.fr. Ce matin, mon invité, c'est Gérard Longuet. Bonjour, merci d'être avec nous. Gérard Longuet, vous êtes ancien ministre de la Défense, bien sûr, sénateur de la Meuse. Vous êtes ancien ministre de François Mitterrand et de Nicolas Sarkozy, c'est une particularité, les deux. Et vous avez été aussi longtemps, 12 ans, président du Conseil régional de Lorraine. Nous y tenons ici dans cette émission Face au territoire. Merci d'être avec nous. Gérard Longuet, évidemment, l'actualité est à Marioupol ce matin, un bombardement d'un théâtre abritant des centaines de civils. On pense qu'il a été la cible d'une frappe aérienne russe, bien sûr, volontaire. Nombre de victimes inconnues. Joe Biden a raison quand il dit que Vladimir Poutine, c'est un criminel de guerre. Il l'avait déjà dit. Il avait dit que c'était un criminel dans une conversation qui avait été enregistrée, qui avait un petit peu étonné. Très honnêtement, aujourd'hui, oui, il a raison. L'attitude de la Russie, de Poutine, et l'attitude de Poutine personnellement, puisque c'est lui qui porte cette offensive, est parfaitement inacceptable. Et il savait également que toute offensive militaire sur des villes peuplées par des millions de civils, les grandes villes ukrainiennes, se traduirait nécessairement par des destructions d'objectifs, enfin de situations civiles, d'hôpitaux, d'universités, de bâtiments scolaires. Ça veut dire qu'il ne craint pas, au fond, le jugement de l'international. C'est en ce sens qu'il prend le risque d'être criminel. C'est-à-dire qu'il se donne tous les droits, c'est inacceptable. 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, a annoncé Joe Biden hier. Est-ce que cela peut faire la différence, notamment, vous êtes ancien ministre de la Défense, dans les airs, qui est la problématique du président Zelensky aujourd'hui? Alors, non. Ça ne fera pas la différence. Ça ne fera pas la différence. 800 millions, c'est une somme importante. Cela permet en particulier aux Ukrainiens de se fournir en drones. Et les drones de combat de nouvelle génération peuvent assurer une forme de protection et compliquer la vie des appareils russes au-dessus des villes assiégées. Mais l'armement, c'est hélas une évidence, ça coûte très cher et surtout, il faut le mettre en œuvre avec des gens formés, avec une logistique qui assure l'approvisionnement. Parce que si vous avez le système mais qu'il vous manque tel ou tel équipement, il devient inutile. Et donc les 800 millions de dollars, c'est un geste significatif. Mais dans ce climat de crise, c'est d'ailleurs une performance que l'armée ukrainienne, qui n'est pas considérable, puisse tenir encore comme elle tient. Gérard Longuet, l'ancien ministre de la Défense, est notre invité ce matin dans Face au territoire. Dans un instant, Laurent Marchand, rédacteur en chef délégué, chargé des affaires internationales de Ouest France, sur ce plateau. Bonjour Laurent Marchand, dans un instant, Bonjour. Nous allons interviewer Gérard Longuet ensemble. Bonjour. Mais tout de suite, François-Xavier Lefranc, qui est rédacteur en chef de Ouest France, qui est à Rennes, en duplex, a une question à vous poser, Gérard Longuet, sur la défense européenne. On l'écoute. Bonjour Monsieur Longuet, vous avez été ministre de la Défense. Et la défense est une question que certains Français voyaient peut-être d'un peu loin ces derniers temps. Et l'actualité nous rattrape. Elle nous met sous les yeux une évidence. C'est une affaire sérieuse. La défense de la France, la défense de l'Europe, la défense européenne est une nécessité. Il en va de notre liberté, il en va de notre indépendance. Quelle forme doit prendre cet effort européen de défense? L'Allemagne vient d'annoncer un geste spectaculaire, près de 100 milliards d'euros d'investissement et des dépenses qui pourront aller jusqu'à 2% de son produit intérieur brut et peut-être plus. Donc quelle forme doit prendre cet effort de défense européen nécessaire aujourd'hui? Je crois que la première règle en matière de défense, c'est d'avoir une solidarité politique très forte, car l'emploi des armes n'a de sens que si l'on sait ce que l'on veut obtenir. Et de ce point de vue, la première condition est de savoir, voulons-nous décider ensemble? À quelles règles de majorité décidons-nous ensemble? Et quels sont les adversaires que nous avons identifiés ensemble? Et à ces trois questions, il n'y a pas de réponse très claire jusqu'à présent. La dernière question étant la plus dure, non? Oui, mais à résoudre. Absolument. Mais ce qui est nouveau, et c'est en effet Poutine qui a rendu cela possible, c'est qu'on ose poser la question, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on disait oui, non, la défense, nos partenaires en Europe nous disaient la défense, c'est l'OTAN.
Qu'il y ait eu des initiatives déjà d'avancée de l'Union européenne en matière de défense, c'est une évidence depuis une dizaine d'années. Je l'ai d'ailleurs mesuré moi-même lorsque j'étais ministre de la Défense. Des avancées, mais il n'y avait pas de système. Aujourd'hui, il y a la perspective d'un système. Faut-il aller plus loin dans l'aide militaire aux Ukrainiens ? Déjà, il faut faire ce que l'on a à faire. L'Ukraine est un État indépendant qui est envahi par son voisin et qui a le droit de s'approvisionner en équipement militaire, en armement défensif, offensif. Elle a le droit de le faire. Ce n'est pas ce sont les règles internationales qui le permettent. L'Union européenne dit oui pour des armes défensives, ce qui entre nous n'a aucun sens. N'est pas toujours clair. C'est pas très clair parce que est-ce qu'un missile Milan, est-ce qu'un Javelin, est-ce qu'un Stinger sont défensifs? Oui, ils sont défensifs. Ils demandent des avions. Les Polonais étaient sur le point de leur donner. Les avions, c'est un autre problème. C'est que les armes au sol employées par le fantassin, ce sont des armes qui peuvent être employées, je dirais, dans un ordre non pas dispersé, mais avec une certaine liberté d'emploi. Quand vous êtes dans un système aérien, c'est un système complet. Il vous faut à la fois des satellites, il vous faut des avions de surveillance qui surveillent le terrain, au sens large, le terrain d'opération, des AWACS en général, et vous avez des appareils qui sont reliés à la fois avec des hommes au sol pour guider les tirs et avec un système global. Or, nous ne pouvons pas engager ce système global parce que cela voudrait dire que l'OTAN est belligérant dans cette offensive. Comment évaluez-vous le risque qu'on le devienne malgré tout, malgré nous ? Alors, tant qu'on est sur des opérations ponctuelles au sol, le risque est permanent. Par exemple, une livraison d'armes, normalement, elle se fait à la frontière, en quelque sorte. Mais on imagine assez bien qu'à un moment ou à un autre, les Russes vont s'efforcer, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent pas le faire, de contrôler les frontières ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, pour autant que je me souvienne, Slovaquie, et puis évidemment la Roumanie. Et à cet instant, ces frontières peuvent devenir des sujets d'escalade, parce que vous avez un convoi. C'est eux qui décident en voyant s'ils considèrent que ça l'est ou pas. Les deux, parce que nous livrons des armes, mais il y a un moment, il faut qu'elles soient emportées. Emportées par qui et avec quels moyens? Et ça, c'est à ce moment-là que ça devient compliqué et que l'escalade est possible. Mais c'est une escalade, j'ai presque envie de dire, c'est une escalade ponctuelle. On l'a vu par exemple entre la Russie et la Turquie dans l'affaire syrienne. À certains moments, il y a eu des affrontements. Il y a même je crois un avion russe qui a été abattu par un avion turc, et le contraire, et la réciproque. Ce sont des escalades qu'on arrive encore à maîtriser. Ce qui serait extraordinairement dangereux, c'est une escalade, évidemment, et la no-flight zone, enfin la zone de contrôle aérien, pour dire les choses en français, c'est une source permanente d'escalade. Et je crois que l'OTAN, en tous les cas les pays voisins, ne pourront pas aider les Ukrainiens, et les Ukrainiens le savent. L'accord de 97 entre la Russie et l'OTAN prévoyait qu'il n'y ait pas d'installation de base permanente de l'OTAN dans les pays nouveaux membres. Exact. Le moment est-il venu de mettre c'est ce que demande la Pologne, les pays baltes, de mettre des bases permanentes de l'OTAN? Doit-on le faire maintenant? Non, il faut garder cette installation. De toute façon, il n'y aura pas d'intérêt tactique à très court terme. Le temps que les bases soient installées, c'est une affaire assez longue. Donc je crois qu'il faut garder cette option comme un élément dans la négociation qui, inévitablement, à un moment ou à un autre, s'ouvrira entre la Russie, l'Ukraine et en fait les pays européens. Mais on voit bien qu'il est presque impossible de rester non aligné en ce moment. Même des pays non alignés, comme la Finlande et la Suède, sentent qu'ils doivent avoir une protection plus forte. Attendez, la Suède et la Finlande sont non alignés. Je vous rappelle qu'ils ont des frontières communes avec la Russie et les raisons historiques, surtout pour la Finlande d'ailleurs, de se méfier de leurs voisins. Et donc ce sont des pays qui étaient... Alors la Finlande, officiellement non alignée par un accord international, et c'était l'héritage en fait de la guerre de 1940 entre la Finlande et la Russie, que la Finlande n'avait pas gagné, mais n'avait pas perdu en tous les cas. Et les Russes, les Soviétiques à l'époque, ont été obligés de caler et de reconnaître la neutralité de la Finlande, ce qui était pour la Finlande un immense succès. La Suède, c'est différent, c'est un choix.
Elle a fait le choix d'être neutre. Elle l'a été vis-à-vis de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle l'a été vis-à-vis de la Russie. Bon, j'en dirai pas plus parce que c'est une affaire un peu compliquée, et notamment sur les livraisons de minerais de fer suédois. Mais je ferme la parenthèse, ce sont des cas historiques. La neutralité de l'Ukraine, ça fait partie, comme les bases de l'OTAN, d'un climat de négociation générale. Ce que l'on observe, c'est qu'on n'a pas su tirer les dividendes de la paix. Oui, on a baissé la garde sur le plan de la dépense militaire, mais on n'a pas construit le système politique en Europe et on n'a pas anticipé les difficultés qui étaient inévitables. Et de ce point de vue, je pense que l'Europe en général, la France tout autant, qui est signataire des accords de Minsk avec l'Allemagne, la Russie, accord de Minsk sur l'Ukraine, nous n'avons peut-être pas suivi l'application et la mise en œuvre de cet accord avec la précision, les exigences de calendrier pour les uns et pour les autres. Gérard Longuet, et ça, c'est un regret, je formule. Ancien ministre de la Défense est notre invité ce matin dans Face au territoire. Chonuc est dessinateur et collaborateur régulier de Ouest France a une question à vous poser sous forme de dessin. C'est la tradition de cette émission. On l'écoute. Inexorablement, entre l'Ouest et l'Est, un fossé se creuse. Au moment où les Français retirent le masque, eh bien les Ukrainiens, eux, ne sont pas prêts de l'enlever. Alors qu'Emmanuel Macron propose aux Corses l'autonomie, Vladimir Poutine poursuit l'annexion de l'Ukraine. Alors la question que je la pose plus aux sénateurs de la Meuse qu'à l'ancien ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy. Pourquoi ne retient-on jamais les leçons de l'histoire ? C'est une très bonne remarque parce que nos hommes politiques ne sont pas assez cultivés, ne connaissent pas assez l'histoire. Vous rappelez que je suis sénateur de la Meuse. Ceux d'aujourd'hui ou vous faites allusion à ceux d'il y a 20, 30 ans ? En général, 40 ans. et beaucoup aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui parce que nous avons une société de l'immédiat, une société de l'instantané, où il faut, pardonnez-moi, dans les 20 secondes, répondre à des problèmes majeurs qui n'ont pas été réglés souvent depuis des vingtaines d'années. Et donc, on jongle avec l'actualité, on ne va pas assez en profondeur. En Meuse, j'ai fait tellement de pèlerinage sur des monuments aux morts de la guerre de 70, de la guerre de 14, de la guerre de 40 et de toutes les étapes de chacune de ces trois guerres, sans parler des guerres napoléoniennes, que nous avons assez naturellement en Lorraine le sens de l'histoire et de la profondeur. Malheureusement, ce n'est pas partagé par une génération qui est un petit peu superficielle. Est-ce que c'est la superficialité de cette génération ou la force de pénétration de la propagande russe qui a été déterminante dans ces dernières années ? C'est la superficialité, si vous voulez. L'histoire reste tragique et la tentation de la force est permanente, y compris dans des ciels bleus et sereins. Gérard Longuet, notre invité. La une de Ouest France, rapidement, ce matin. On la voit, énergie, un plan d'aide face à la flambée des prix. Merci, Laurent Marchand. Merci. Dans un instant, Denis Caro, ce matin, sur ce plateau. Bonjour Denis Caro. Dans un instant, nous interviewerons Gérard Longuet sur les problèmes français aussi et politiques. Cyril Boutier, qui est directeur éditorial de France Antilles, notre partenaire, a une question à vous poser, à vous, l'ancien ministre de la Défense. Gérard Longuet, on l'écoute, depuis Fort-de-France. Bonjour Gérard Longuet. Vous l'évoquez, dans les années à venir, l'armée va devoir faire face à de nouveaux défis géopolitiques. Dans ce cadre-là, selon vous, quelle est la place que doivent occuper les territoires d'outre-mer, en sachant qu'ils sont, chacun dans leur zone géographique, de potentielles bases avancées ou bases arrières ? Pour l'outre-mer français, je crois que la première mission, c'est le contrôle de l'espace maritime. Et de ce les point de fameuses vue, eaux territoriales. Voilà, les eaux territoriales, les zones d'influence, enfin il y a un mot exact qui m'échappe à cet instant, mais nous avons le deuxième territoire maritime mondial, on le dit, on s'en vante, il y a assez régulièrement des conventions sur le sujet de notre présence maritime.
elle est insuffisante et aussi bien aux Antilles que dans le Pacifique ou dans l'océan Indien, nous devons avoir une présence maritime avec naturellement servie par des marins qui pourraient être plus souvent formés par les territoires et départements d'outre-mer. Denis Caro. Bonjour Gérard Longuet. Bonjour. La France est aujourd'hui dans une situation paradoxale. Le président Macron est très haut dans les sondages. Beaucoup prédisent sa réélection, mais on sent beaucoup d'inquiétude, beaucoup de colère dans le pays. Cette semaine, on a vu des manifestations et des blocages de dépôts pétroliers à Brest, Lorient et La Rochelle. Cette colère, est-ce qu'elle pourrait s'amplifier à 3 semaines du premier tour ? Il y a une frustration française à l'égard du régime présidentiel. Je ne mets pas en cause la personnalité d'Emmanuel Macron, qui est la sienne, qui est originale, la jeunesse sans doute, l'enthousiasme, et puis un certain sens de la transgression et peut-être même de la provocation dans les formules. Non, la difficulté, c'est qu'on demande trop au président de la République en France. Et les présidents de la République accentuent cela parce que... Celui-là plus que les autres ? Au moins... Peut-être plus parce qu'il est plus actif, sans doute. Vous aviez des présidents, j'ai connu en effet François Mitterrand, qui avait l'art d'esquiver les difficultés et de renvoyer au Premier ministre, aux ministres, aux interlocuteurs, les soucis qu'aujourd'hui le président pense devoir gérer personnellement. Et donc, il y a cet écart entre les responsabilités qu'il prend et puis la possibilité que le chef de l'État a de régler tous les problèmes. Il n'est pas vrai qu'il puisse régler tous les problèmes tout le temps, en permanence et en direct. C'est pas vrai. Il faut que les Français acceptent l'idée, c'est qu'une démocratie, c'est beaucoup plus compliqué et ça fonctionne avec tout le monde. Ce n'est pas une pyramide sur la pointe. Or, aujourd'hui, on a une pyramide sur la pointe et ça, c'est pas un truc qui marche. Alors, le gouvernement entend continuer à régler les problèmes. Jean Castex a présenté un plan hier dit de résilience économique. Est-ce qu'on peut continuer à aider les secteurs qui sont en difficulté, comme on l'a fait pendant la crise sanitaire et quelque part, quoi qu'il en coûte? Je vais vous dire, il faut rendre hommage à l'Union européenne, à la mise en place de l'euro, qui fait que nous pouvons, le gouvernement, le président de la République, peut annoncer inlassablement des dépenses qui, avant la monnaie unique européenne, avant l'euro, auraient entraîné immédiatement une tension sur le franc, une montée des taux d'intérêt et une dégradation de la valeur de notre monnaie. Merci l'Europe. Je l'ai vécu. Merci l'Europe, c'est ça. Merci l'Europe. Je l'ai vécu avec Jacques Chirac, Premier ministre, Mitterrand, président de la République. Dès que le Premier ministre annonçait des dépenses, le franc se dégradait par rapport aux marques. Et à ce moment-là, tout le monde s'arrêtait. Donc là, on peut continuer à engager des dépenses. Je vais vous dire, tant que la Banque Centrale Européenne assure les fins de mois, on le fera. Sauf que on endette le pays dans des conditions qui sont lourdes, très lourdes, et qui sont supérieures à la plupart de nos voisins. Alors, il y a des réponses qui sont apportées pour le pouvoir d'achat des Français. Le gouvernement a gelé le prix du gaz, limité la hausse du prix de l'électricité. Il a mis en œuvre un chèque inflation. Il va mettre en œuvre une aide de 15 centimes à partir du 1er avril pour le prix de l'essence. Est-ce qu'il doit continuer dans cette voie-là? Il le fait au prix d'un endettement que nous aurons à rembourser. Heureusement, cet endettement aujourd'hui se fait à un taux d'intérêt encore faible. Le jour où les taux d'intérêt remontent, les successeurs de M. Castex, même du président Macron, il aura un successeur un jour, auront une dette à rembourser parce qu'aujourd'hui, nous vivons à crédit. Tout ce qu'annonce le président de la République, ce sont des chèques sur l'avenir qui constituent des dettes. Il faut bien savoir que cet argent n'est pas magique. Le quoi qu'il en coûte, c'est très sympathique sur l'instant, mais on charge la barque de dettes qu'il faudra non pas rembourser, parce qu'on n'y arrivera pas, mais assumer, c'est-à-dire payer les intérêts. La Corse sous tension, Denis Caro. Oui, Gérald Darmanin est en Corse depuis hier. Il a ouvert la voie au principe de l'autonomie de la Corse, qui était refusée jusqu'à présent. C'est la voie de la raison. Que veut dire autonomie de la Corse quand on sait que ce département français vit en symbiose totale avec la République? Et c'est normal, puisque c'est une parcelle importante et éminente de notre territoire. Donc parler d'autonomie
On ne sait absolument pas ce que cela C'est veut dire. imprudent de la part du gouvernement. Électoraliste, je rajouterais. C'est d'opportunité. Si ça peut faire tomber la fièvre, très bien. Mais je ferai remarquer que le président Macron est à la tête de l'État depuis 5 ans, qu'il est allé en Corse. Et il avait dû sans doute mesurer les problèmes. Je n'ai pas le souvenir que ces deux ministres intérieurs précédents, Collomb et Darmanin, aient proposé quoi que ce soit de concret aux Corses. Pour autant, les Corses Donc il y a un petit peu de retard à l'allumage dans leur découverte de la question corse. Les Corses sont, pour beaucoup et même pour la plupart, favorables à cette autonomie. Mais tout le monde est favorable à l'autonomie jusqu'au jour où on en fixe les conditions. Parce que le problème de la Corse, c'est que c'est une île entourée d'eau et tout est beaucoup plus compliqué. C'est d'ailleurs une île montagneuse où la vie est très compartimentée et où l'implantation, on a essayé de le faire, l'implantation d'activités nouvelles est presque impossible parce que l'activité industrielle n'est pas facile, l'activité agricole est limitée. Et le tourisme, les Corses sont favorables, on les comprend, à condition de ne pas être dépossédés. Or, le tourisme entraîne d'une façon ou d'une autre une certaine dépossession par les habitants de leur territoire. Donc, le problème corse ne se réglera pas en 48 heures sur un coin de table, avec une formule type autonomie. Denis Caro, la une de Nice ce matin. Au chevet des Ukrainiens, les Alpes-Maritimes, c'est la première terre d'accueil de réfugiés en France en ce moment. Et la solidarité se met en place avec notamment un ancien hôpital qui est transformé en centre d'hébergement géant à Nice, en plein cœur de la ville. C'est formidable. Et aussi les élans de solidarité des Niçois, relayés par Nice Matin, hein, je le sais. Donc à regarder sur nicematin.com. C'est bon qu'on peut être riche et généreux. Merci Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin, qui comprend aussi Var Matin, bien sûr. Gérard Longuet, je sais que vous avez un attachement particulier pour le département du Var. C'est le département de François Léotard, en effet. Voilà, dans un instant, Armelle Le Goff de 20 minutes sur ce plateau. Bonjour Armelle Le Goff, vous êtes la directrice de la rédaction de 20 minutes, je le disais dans un instant. Nous allons parler dans un instant avec vous du prix de l'indépendance. Mais tout de suite, notre partenaire du groupe Centre France La Montagne, Gérard Longuet. Aujourd'hui, c'est Pierre-François Chetaille, qui appartient au journal Le Pays. C'est un journal hebdomadaire du groupe La Montagne Centre France. Il a une question à vous poser depuis Roanne, on l'écoute. Monsieur Longuet, bonjour. Depuis 2009, comme vous le savez, la France fait partie du commandement intégré de l'OTAN. Vous avez été, vous, ministre de la Défense, peu après d'ailleurs cette décision qui est remise en cause par un certain nombre de candidats à la présidentielle. Certains estiment que cela mettrait la France en danger et risquerait de l'engager dans un conflit mondial qui ne la concernerait pas. Alors, faire partie de l'OTAN et de son commandement intégré, est-ce réellement une protection pour nos compatriotes ou est-ce que cela peut représenter aussi un certain danger ? C'est en effet une obligation, c'est une contrainte, mais c'est un choix que le président Sarkozy a fait avec beaucoup de raisons. Parce qu'en étant absent du commandement intégré, nous avions à peu près tous les inconvénients sans aucun avantage. C'est-à-dire que nous aurions été embarqués dans toute situation difficile par solidarité et nous n'aurions pas pu participer en amont à la décision. Je crois que Nicolas Sarkozy a eu raison de le faire et ses successeurs, que ce soit Hollande ou Emmanuel Macron, n'ont pas remis en cause ce choix. Armelle Le Goff, le prix de l'indépendance de la France. Oui, vous avez déclaré qu'un État trop déficitaire rogne toujours sur le régalien. Seuls les États qui conservent des marges budgétaires peuvent préparer une guerre, avez-vous ajouté. La France, dans le pire des cas, ne serait donc pas prête, de votre point de vue ? Il y a un vrai problème d'indépendance française. Je le dis très clairement, enfin d'ailleurs c'est une évidence. Quand vous avez une balance commerciale structurellement déficitaire d'année en année, alors que des pays comme l'Italie ou l'Allemagne ne l'ont pas, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de vendre et vous ne vous contentez d'acheter. Or, ces déficits montre que vous dépendez de l'extérieur parce que vous n'êtes pas capable de présenter les produits, les équipements, les services qui font que les gens ont envie d'aller chez vous. Deuxième déficit dangereux, c'est le déficit de la dépense publique. Parce que pour être indépendant, il faut être le plus moderne possible. Il faut être technologique. Pas dans tous les domaines. Pour un pays comme le nôtre, 65 millions, c'est à la fois beaucoup et à taille de géants comme la Russie ou la Chine ou les États-Unis. La Russie, c'est marginal maintenant. On ne peut pas tout faire. Mais si on a un déficit
de la dépense publique parce qu'on tire des chèques sur l'avenir, on va sacrifier les investissements. Regardez aujourd'hui l'énergie. Nous avons Je reviens sur le sujet une de la pénurie. défense. Oui. Juste, sur le plan des parlementaires ont remis un rapport mi-février sur nos capacités dans le contexte d'une guerre de haute intensité et ils disent qu'on ne pourrait pas faire face à la Russie, par exemple, On a un en termes de problème, capacité de on a un défense. problème, par exemple, de... 3 jours, c'est vrai, ce qu'on entend. 3 Un jours problème de munitions. capacité. Nous n'avons pas de stock. On a renié sur la mise en condition opérationnelle, le maintien en condition opérationnelle des équipements, et on n'a pas les réserves de munitions. Qui Alors, l'argument, a renié d'une façon constante, je dirais, depuis 30 ans. D'une façon constante depuis 30 ans, parce que les militaires ont obtenu, et c'est bien, et ce gouvernement a poursuivi ce que d'autres avaient fait, les grands programmes d'équipement. Mais à côté des programmes d'équipement, ce que j'appelais la mise en condition opérationnelle, l'entraînement et les stocks de combat, et d'ailleurs, c'est exactement comme les masques. En fait, on prépare une guerre à laquelle on ne croit pas. Donc on a les équipements qui permettent de dire ça y est, on a l'aviation, l'aéronautique, bon, formidable. Et puis derrière, s'il faut mettre en œuvre plusieurs jours de suite, on s'aperçoit qu'on n'a pas les Mais pourtant, sur moyens. le plan de l'entraînement des théâtres d'opération comme le Sahel, par exemple, ce sont des zones où l'armée française... Oui, mais justement, le fonctionnement, ce qu'on appelle les OPEX. Normalement, les OPEX sont financés au-delà du budget de la défense par l'ensemble du budget. C'est plus le cas depuis 5 ans. Ça a été le cas encore du temps de M. Sarkozy, depuis François Hollande et depuis Emmanuel Macron. Ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que le budget d'équipement de l'armée et de fonctionnement de l'armée, c'est d'ailleurs justement cet entretien que j'évoquais, finance les OPEX. Or, une opération à l'extérieur, si on la décide, il faut savoir que ça va coûter. Toujours sur le et plan donc, il faut trouver de l'argent en plus, Toujours pas sur le plan, à la place. Toujours sur le plan de l'indépendance, sur le plan de l'énergie, vous vous positionnez très clairement en faveur de l'énergie nucléaire. Est-ce que vous pouvez détailler votre position là-dessus? Pourquoi c'est important d'après vous? Parce que nous avons réussi à avoir 70-80% avec l'hydraulique de notre énergie qui est décarbonée, ce qui est bien, une énergie électrique qui est décarbonée. Nous avons demain dans l'avenir l'automobile qui va passer à l'électricité progressivement, plus ou moins rapidement selon les points de vue. Nous allons avoir le rôle de l'hydrogène qui est un vecteur pour stocker, pour transférer, pour déplacer de l'énergie, mais l'hydrogène est un énorme consommateur d'électricité. Et vous avez un troisième sujet de consommation électrique qui est l'intelligence artificielle au sens large, c'est-à-dire tous les systèmes numériques. Ces 3 facteurs me font penser que la consommation électrique va augmenter sans doute de 50% dans les 20 ans. Or, c'est exactement le contraire de ce que nous annonçait le ministère de la Transition énergique qui nous est gentiment... Donc ça ne marche pas les énergies alternatives. C'est pas suffisant. Ça marche, mais c'est pas suffisant. Et puis surtout, c'est parfaitement aléatoire. C'est-à-dire qu'il fait beau, les éoliennes ne tournent pas. Il fait froid, les éoliennes ne tournent pas. Sur le plan agricole, on s'aperçoit qu'on est dépendant aussi au niveau du blé. Là aussi, si vous voulez. La politique imprudente qui consiste à dire oui, on va faire que du bio, que de la qualité, on va aller du champ à la fourchette le plus court possible. Tout ça, c'est bien gentil. Court. Vous n'appréciez pas le circuit court? Non, mais si vous voulez, c'est très sympa. Moi, je vais chercher mes mirabelles dans les coteaux des côtes de Meuse. Bon, c'est avec plaisir. Et puis, j'ai mon petit fournisseur qui me donne mon vin. Vous craignez sur le plan géopolitique mais pour les pays du Proche-Orient, par les exemple gros bataillons, si vous voulez, la paix en Afrique du Nord, depuis le Maroc jusqu'à l'Égypte, eh bien, c'est les exportations françaises, ukrainiennes ou russes de blé. Et dernière question. Dernière question d'actualité. On approche du 19 mars 62, date anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Emmanuel Macron, sur le plan des relations franco-algériennes, a pu avoir des mots forts, comme reconnaître la colonisation comme un crime contre l'humanité, mais aussi avoir des mots très durs contre le pouvoir algérien. Qu'est-ce que vous pensez de sa politique sur ce plan? Il aurait mieux fait de réfléchir avant et de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, comme souvent on le conseillait autrefois aux enfants. Il manque de culture, là aussi sur le crime contre l'humanité, c'était parfaitement scandaleux. Il faut, comme on dit aujourd'hui, contextualiser la colonisation. Ce n'est pas des pages forcément sympathiques. Il y a eu des moments de tension, mais il faut le relier à une époque et à une forme de progrès. Et ça, Emmanuel Macron réinvente
Mais il y a Moins des maintenant. attentes très fortes quand même Moins sur ce maintenant. sujet, Mais à la alors, fois en il a dit- Algérie et à il a la dit- fois parmi... Alors, il a réussi à se fâcher avec les pieds noirs et avec les Algériens, parce que la rente mémorielle sur laquelle vit le FLN, c'est une évidence. Donc, c'est un homme assez surprenant. Il est... le mot à la mode, c'est disruptif, c'est-à-dire qu'il aime bien jouer les éléphants dans les magasins de porcelaine. Sauf que la porcelaine, quand on vous la casse et que c'est la vôtre, ça vous embête. Là, il a joué le en même temps. Hein. Comme souvent. Non, là, c'est l'un après l'autre. Il a commencé par tendre la main aux Algériens et il n'a pas été pris en considération. Et donc, il a dit une vérité qui était bon de rappeler, en effet. La une de 20 minutes d'hier. Oui, c'est un focus sur le film de Jean-Jacques Hano qui plonge le spectateur dans l'incendie de la cathédrale parisienne. Je crois que c'est formidable comme réalisation. 2019, apparemment. Oui. Merci Et Armelle Le Hano Goff. est un grand cinéaste. Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes. Merci à vous. Dans un instant, Sylvia Garcia de TV5 Monde sur ce plateau. Bonjour Sylvia Garcia, Bonjour. journaliste à la rédaction de TV5 Monde, la partie internationale de cette émission. Gérard Longuet est président du groupe France-Russie. Oui, quel rôle vous pouvez jouer en ce moment avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Est-ce que, à votre niveau, le canal est ouvert, le canal de discussion? Non. Je le dis très clairement, la seule chose que nous faisons d'une façon utile actuellement, c'est de chercher des interlocuteurs, des bons connaisseurs de la Russie pour essayer de comprendre ce qui se passe, les raisons, les motivations. Est-ce qu'il y a un isolement de Poutine? Est-ce qu'il y a une adhésion? Et cette information, nous la donnons, comme le fait ma collègue à l'Assemblée nationale, nous le donnons aux députés ou aux sénateurs. Mais je me refuse totalement, dans ce contexte, à établir des liens. Je connais le président de la Douma et le président du Conseil de la Fédération, qui est l'équivalent du Sénat en Russie. Aucune envie de l'appeler, parce qu'il va être obligé de tenir un langage, je dirais langue de bois, et le contact pourrait être interprété comme une faiblesse, et non. Emmanuel Macron, lui, est en contact avec le président russe. C'est son job. C'est son ça, travail. il On est est au d'accord. cœur Il y a du 4 sujet. ans, vous l'avez accompagné à Saint-Pétersbourg. Vous disiez à l'époque qu'il a une analyse lucide de la situation, pas dupe de ses relations amicales avec Poutine, je vous cite. Est-ce que c'est aujourd'hui le bon interlocuteur pour essayer de faire changer d'avis En tous les cas, c'est le Vladimir président Poutine? français, et je pense que la France a suffisamment d'autorité pour être un acteur d'une négociation qui devra venir forcément. Il n'y aura pas de retrait russe, il n'y aura pas de cessez-le-feu sans diplomatie, et le président de la République française est dans son rôle, et nous devons le soutenir dans ce rôle-là. Mais il cherche la paix en vendant des armes à la Russie. C'est une position un peu délicate? Alors, la vente des armes à la Russie, c'est en effet C'est embarrassant pour la loupé. France? C'est un loupé du gouvernement français. Vous savez que la vente des armes est soumise à la commission interministérielle d'exportation de matériel de guerre, la CIEMG. Et cette CIEMG aurait dû se poser la question. On a su, par exemple, et c'était François Hollande, revenir sur la vente des bateaux dits BCP, bateaux de projection et de commandement. On les a rapatriés. Ils ont été d'ailleurs revendus à l'Égypte après. Je pense que pour les entreprises qui ont été citées, il eût été préférable, et depuis l'irrespect des accords de Minsk, d'arrêter. Alors ces ventes sont, nous dit-on, légales et reposent sur des contrats antérieurs aux sanctions européennes. Oui, tout est légal, mais c'est pas très moral. Est-ce que, avec l'opinion publique aujourd'hui qui est très favorable aux Ukrainiens, ces armes qui ont été vendues apparemment serviraient à tuer des civils ukrainiens aujourd'hui? Servent à combattre. Elles servent à combattre. Je veux dire, j'étais le là, l'opinion premier publique étonné, peut se retourner quand même. comme ancien ministre de la Défense, j'ai été vraiment le premier étonné que la CIEMG, qui est quand même sous l'autorité du gouvernement, ait accepté ces exportations. Il eût fallu les suspendre. Ce sont des exportations qui ne concernent pas que la Russie. La France est pointée du doigt régulièrement, a fait l'objet de critiques pour son soutien à des régimes comme l'Arabie Saoudite. Vous évoquiez l'Égypte à l'instant, qui est l'un des principaux clients de la France. En tant que ministre de la Défense, ancien ministre de la Défense, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Malheureusement, l'indépendance française, nous en parlions il y a quelques instants avec l'un de vos prédécesseurs, suppose d'avoir une industrie de défense. Et il n'y a pas d'industrie de défense avec la seule commande du ministère français de la Défense nationale. Et donc nous sommes tenus de vendre. Et il est vrai que nous vendons à des pays qui ont des besoins.
Alors, pas à ceux qui font l'objet d'interdiction par des accords internationaux, les Nations Unies ou des accords avec les États-Unis. Par exemple, on a dans le c'est comme ça qu'on ne peut rien y faire. On peut quand même choisir à qui on vend des armes. Dans le Golfe Persique, nous avons vendu des armes, mais pas certaines armes, parce qu'elles sont interdites. On respecte les accords internationaux qui font que certains pays sont hors sujet. L'Arabie Saoudite n'est pas dans ce cas. On va juste changer de sujet parce qu'il nous reste une petite minute. Vue d'Afrique, maintenant, la Russie a fait un retour remarqué sur le continent ces dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, elle va devoir revoir sa politique? Et est-ce que ça va être l'occasion pour la France Je vais vous dire, ce retour est très intéressant parce qu'il montre... il est scandaleux. Je veux dire que les équipes Wagner, car en fait, c'est pas les milices Wagner. Les milices Wagner vivent au détriment des pays africains en les pillant. C'est-à-dire qu'on reproche à la France d'avoir été, il y a maintenant 70 ans, un pays colonisateur, et on accepte que des gouvernements, je pense Centrafrique, concèdent des droits de sous-sol, c'est-à-dire vendent leur patrimoine pour financer l'achat de milices Wagner, alors que nous n'avons jamais dans les accords. Je veux dire, avec l'Afrique, nous avons des relations anciennes et durables. Et de plus en plus contestées, notamment par la jeunesse africaine. Non. Elles sont... Oui, c'est normal que la jeunesse conteste. Si elle ne contestait pas, elle ne serait pas jeune. Et les pays africains ont leurs propres problèmes. Et les dirigeants africains le savent parfaitement. En revanche, nous avons une communauté de langue, une communauté de formation. On se comprend assez bien. Et les Africains connaissent les défauts français et connaissent aussi les qualités. Vous savez, les Africains ne sont absolument pas dupes des Français, ni des Russes, ni des Chinois. Ils savent ce que nous sommes parce qu'ils vivent avec nous et nous vivons avec eux. Moi, je suis allé très souvent en Afrique pour des raisons professionnelles et en respectant évidemment mes partenaires. Je constate que ces pays évoluent bien, mais n'évoluent pas d'une façon strictement linéaire. Nous avons caressé à un moment, il y a une vingtaine d'années, l'idée que toutes les élections et les présidents succéderaient sans problème. Le mouvement de balancier, le mouvement de balancier est malheureusement inévitable et nous avons eu des coups d'État. La volonté des jeunes Africains dont vous parlez, c'est d'avoir eux aussi une démocratie. Merci Sylvia Garcia. Gérard Longuet, vous faites partie de la campagne de Valérie Pécresse. Vous êtes même dans son conseil de défense. On vous a vu avec d'autres anciens ministres de la Défense, d'ailleurs, dont Michel Alliot-Marie. Sa campagne est en perdition. Sa campagne est difficile. Elle est difficile parce que l'actualité internationale n'a pas permis d'ouvrir le débat en France. Il lui reste encore une chance d'être au deuxième tour. Il lui reste une chance. Il y a 4 candidats qui sont à peu près entre Marine Le Pen, Mélenchon, Éric Zemmour et naturellement Valérie Pécresse. Chacun des 4 peut espérer accéder au deuxième tour. Si Nicolas Sarkozy se déclarait pour Emmanuel Macron ce week-end, comme d'ailleurs plusieurs sources l'indiquent, dont nos confrères de Nice Matin, est-ce que ce serait un tsunami pour la campagne de Valérie Pécresse ? Moi, je termine toujours les guerres dans le camp dans lesquels je les ai commencées. Ce ne serait pas le cas, là. Et si Nicolas Sarkozy, qui est le fondateur des Républicains, décidait de s'exonérer de l'avis du parti qu'il a créé, et dont il reste un aspirateur, ce serait chez nous un grand étonnement. Vous sentez que ça va être le cas ? Je crois qu'il faut distinguer l'autorité intellectuelle de l'ancien président de la République lorsqu'il conseille Emmanuel Macron et la fidélité de cet homme à une famille politique qui lui a permis d'être président et qui a avec lui des relations ce qui est mon cas, de respect et d'affection. Et je ne pense pas qu'il prenne cette rupture. Vous pourriez aller travailler pour le bien du pays avec Emmanuel Macron ? Je pense qu'il faudra une coalition à un moment ou à un autre dans ce pays. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas réformer les retraites, vous ne pouvez pas changer l'école, vous ne pouvez pas financer une défense et la faire évoluer vers une défense européenne avec même 30%. Dans ce cas-là, vous pourriez y aller. Même 30% des voix. Dans ce cas-là, vous pourriez participer à cette coalition. Tous les présidents de la République, je termine, tous les présidents de la République ont cru être majoritaires
alors que leur seul véritable soutien, c'est le premier tour. Et ils n'ont jamais su faire travailler les partenaires du deuxième tour. Moi, j'ai voté Emmanuel Macron au deuxième tour de 2017. À aucun moment, Emmanuel Macron m'a dit « Mais cher monsieur Longuet, ce que vous dites est intéressant, parlons-en. » D'ailleurs, ses prédécesseurs non plus. Tous ont été élus au deuxième tour et aucun n'a respecté ses électeurs du deuxième tour. Merci Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, d'avoir été l'invité de Face au territoire. Vous êtes sénateur de la Meuse. Au revoir à tous. Les programmes continuent sur TV5 Monde. Merci à vous.